Bonjour tout le monde. Je suis tout d'abord désolé pour le retard dû à des petits soucis techniques. Je voudrais aussi remercier Polytech International et Madame Faten Belaïssa pour avoir organisé cette présentation. Et j'espère que les auditeurs seront en bonne santé. Et donc, je vais présenter aujourd'hui sur la première chose, c'est la situation actuelle avec la crise du Covid-19, l'impact économique, quels sont les scénarios de sortie de crise et finalement ce qui se passe dans le secteur de l'énergie. Au 8 avril 2020, et selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 205 pays et territoires sont impactés, c'est-à-dire pratiquement la totalité des pays du monde. Il y a près de 1,3 million de cas dans le monde et auxquels s'ajoutent à peu près 70 000 nouveaux cas. Et on estime que ce nombre est très très loin de la réalité. Certains experts pensent que le chiffre doit être multiplié par 20 et les cas qui sont décelés ne sont que la partie visible de l'iceberg et donc ce qui donnerait un nombre réel de cas atteints aujourd'hui de 25 millions de cas dans le monde avec la possibilité que d'ici la fin du mois d'avril on soit à près de 60 millions. C'est-à-dire, grosso modo, qu'une personne sur 100 au monde soit affectée. Et en particulier 7 millions aux États-Unis, c'est-à-dire pratiquement plus de 2% de la population américaine serait impactée. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu 73 000 décès qui reposent en paix. Et ce nombre augmente d'à peu près 5 000 par jour, dont 2 000 aux États-Unis. Le nombre de cas, les États-Unis est le numéro 1 avec 330 000. En deuxième position, l'Espagne et l'Italie à 133 ou 135 000 cas, et l'Allemagne à 100 000 cas. Je voudrais souligner que ces nombres plus élevés sont avec des pays avec des conditions géographiques et climatiques qui sont proches de celles de la Tunisie, mais c'est un caveat, ces pays-là ont des installations sanitaires qui sont beaucoup plus évoluées que celles qu'on a en Tunisie. D'où l'importance du risque en Tunisie et aussi de sa prévention. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont écouté l'interview très émouvante du ministre de la Santé hier, c'est Abdelatif El-Makki, et il est extrêmement important que tous et toutes respectent les consignes de confinement. Il en va de votre santé, mais aussi des proches et de ceux que vous aimez. Cette crise du Covid fait partie de ce qu'on appelle les Black Swans. Black Swans, en anglais, se traduit en français par le cygne noir. Et c'est en référence à un livre qui a été écrit par monsieur Nassim Taleb. C'est un écrivain franco-libanais qui a la caractéristique d'être un ingénieur de formation, il est polytechnicien, et il a aussi été dans les hautes sphères de la finance. Et en 2007, un an avant la grande crise financière, il a écrit ce livre qui s'appelle Le cygne noir, la puissance de l'imprévisible. Donc, en anglais, The Black Swan. Ce livre a pour thème l'impact extrême de certains types d'événements rares et imprévisibles. Et je souligne imprévisibles. Et ensuite, la tendance humaine a trouvé rétrospectivement des explications simplistes à ces événements. On dit, oui, on aurait pu les prévoir. Mais en fait, quand ils sont arrivés, personne n'y était préparé, et seconde chose, personne ne pouvait voir les implications de ces événements. Donc, cette théorie a été popularisée sous le nom de la théorie du cygne noir. Quelques ans
historique de signes noirs dans le monde. La Première Guerre mondiale en 1914 a commencé par l'assassinat d'un prince en Serbie, à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, pardon, et qui a déclenché un cataclysme mondial avec des millions de morts. La Grande Dépression de 1929, on a un second exemple, la crise financière de 2008, plus proche de nous, dans les mêmes périodes, le tsunami de 2004 qui a fait 225 000 morts, jusqu'à 250 000 morts et disparus en 2004 et surtout en Asie. La catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 et la grippe espagnole en 1918-1920 qui a été dans l'histoire récente le signe noir le plus meurtrier. Est-ce que on pouvait prévoir ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19? Certains d'entre vous ont vu le rapport de l'agence d'intelligence américaine, la CIA, en novembre 2008 au président Obama. Et loin des théories complotistes, ce qu'il faut souligner, c'est que le rôle de ces agences d'information et d'intelligence, c'est d'imaginer des scénarios. Et sur une des pages de ce rapport, que je vous recommande de lire, il est indiqué qu'il y a une possibilité de pandémie avec des risques importants. Il y a aussi un TED Talk de Bill Gates en 2015 où il parle en fait du fait que beaucoup plus grave qu'un risque de guerre mondiale est le risque d'une pandémie. Et il avait chiffré l'impact à 3 trillions de dollars et je pense qu'on va être au-dessus de ce chiffre. Hollywood aussi, avec ses capacités d'imagination, a sorti un film qui s'appelle Pandemics en 2016. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des médecins qui est dans ce film est en fait à la tête, disons, d'un groupe de recherche qui est assez avancé aujourd'hui pour trouver des solutions. Si on regarde l'impact maintenant sur l'économie mondiale du Covid-19, c'est l'événement avec le plus gros impact sur les économies mondiales depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc depuis pratiquement 75 ans. Il est comparable en magnitude à la Grande Dépression de 1929 et certaines estimations, et elles changent pratiquement tous les jours, c'est que 7 points du produit intérieur brut mondial, ou GDP en anglais, seraient perdus par rapport à l'année dernière au troisième trimestre 2020. Les secteurs les plus touchés en termes de capitalisation boursière seraient l'industrie aéronautique, pétrole et gaz, dont on parlera plus tard, le tourisme et l'artisanat, l'industrie automobile, les institutions financières, les assurances, l'immobilier et construction, le commerce de distribution, donc pratiquement tous les secteurs productifs. Maintenant, en regardant l'impact sur l'économie tunisienne, il y a plusieurs études en cours et je voudrais en fait souligner un des rapports qui a été publié par l'IACE, c'est le groupe arabe des chefs d'entreprise en Tunisie, sur l'impact sur les entreprises tunisiennes. Et donc, ce rapport est fondé sur un questionnaire à des entreprises et ce questionnaire leur posait comme question quel était l'impact sur le chiffre d'affaires, l'impact sur l'emploi et les mesures économiques que ces industriels ou ces entrepreneurs jugeaient comme indispensables. Et une des conclusions, c'est que l'impact va être important sur plus de 3/4 des entreprises tunisiennes, et en particulier les services aux particuliers, le tourisme et l'artisanat à 90%, l'industrie à 85%,
le commerce à 76% et le secteur du bâtiment à 70%. Donc ce sont des secteurs qui sont générateurs d'un grand nombre d'emplois et donc avec des applications sur le niveau d'emploi ou de chômage. Maintenant, quels sont les scénarios de sortie de crise? En fait, on peut le regarder selon deux aspects. Premier, c'est l'efficacité des mesures pour s'attaquer à la propagation de la maladie. Et le second axe, c'est l'efficacité des mesures prises par les autorités publiques pour soutenir la reprise économique. Donc, deux axes. Si on schématise ça, sur l'axe des Y, on va mettre l'efficacité des mesures sanitaires et en bas de l'axe, on met des mesures sanitaires qui sont largement insuffisantes ou bien une réponse du public qui n'est absolument pas en rapport avec le degré de mobilisation. Le deuxième stade, c'est un degré plus important de mesures avec une distanciation sociale, etc. Et le troisième niveau qui est beaucoup plus strict, qui est un confinement généralisé et aussi que l'économie soit limitée au secteur essentiel. Donc 3 niveaux sur l'échelle des ordonnées. Sur l'échelle des X, on met trois types d'interventions économiques des secteurs publics. La première, c'est des interventions qui seraient ineffectives, disons ponctuelles et pas coordonnées. Le deuxième, ce serait des interventions effectives et partielles. Et le troisième serait des interventions massives. Donc, si on regarde, donc on a des axes Y, axes des X, et on va générer ce qu'on appelle une matrice de Boston, ou un carré de Boston, en anglais Boston Square, avec 9 quadrants. Et chacun des quadrants va correspondre à un type de réponse médicale d'un côté et un type d'intervention, disons, économique. Et bien sûr, ce qui serait le plus souhaitable, c'est qu'on soit sur le quadrant qui se situe en haut et à droite, donc pour des mesures efficaces et aussi de prévention et aussi des mesures de reprise économique importantes. Et ces scénarios économiques de reprise, on leur attribue des lettres. Donc le scénario le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le scénario en V. V parce que en fait la lettre V a une partie qui descend et une partie symétrique qui reprend. Donc on a une chute brutale de l'économie qui est suivie par une reprise rapide de l'économie. Un second scénario, c'est un scénario en U, où en fait on a une chute brutale, une partie qui est en fait plate, et ensuite une reprise. Il y a un autre scénario qui est aussi considéré, le scénario en W, où on aurait une reprise partielle, suivie d'une autre chute et d'une reprise à la fin. Et finalement, le scénario qui est le moins souhaité, c'est le scénario en L, où on a chute brutale, et ensuite une partie plate, donc l'économie mondiale va mettre beaucoup de temps à récupérer. De manière, disons, ce qui serait souhaitable, ce serait un scénario de reprise économique en V. Passons maintenant au secteur énergétique, l'impact. En fait, l'impact de cette crise du Covid, de ce petit virus, est énorme sur tout le secteur de l'énergie. Et si on regarde les différents facteurs, la consommation d'électricité a diminué, et en particulier l'électricité dans le secteur industriel et commercial. Les centres commerciaux sont fermés, les magasins sont fermés, etc.
et aussi les bureaux. Au niveau du gaz naturel, il impacte sur les prix. Et contrairement au pétrole, il n'y a pas d'indice mondial du gaz. Il y a un premier indice qui est utilisé aux États-Unis, qui est le prix du Henry Hub, qui a en fait chuté par rapport à l'année dernière de 35%. Donc, il vaut à peu près 1,8 $ par million de BTU. Le gaz naturel liquéfié, qui est très utilisé en Asie, a perdu 66%, et donc il est à son niveau le plus bas historique. Et même par rapport à l'année dernière, il était à 5,2 $. Aujourd'hui, il est à 2,8 $. On voit aussi des mauvaises nouvelles pour les investissements en énergie renouvelable, où beaucoup de projets d'investissement vont être ralentis à cause de la crise financière. Les marchés pétroliers ont subi le choc de plein fouet, avec un deuxième facteur dont on reviendra par la suite dessus. Si on regarde les prix du pétrole qui ont descendu pratiquement à 20 $ à la fin du mois de mars, 20 $ de 2020, et si on corrige par rapport à la valeur du dollar à un moment T, c'est en fait pratiquement le prix le plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avant l'embargo de 1973, le prix était à 3 $ le baril, mais en fait 3 $ de l'époque, c'est en fait plus que les 20 $ qu'on a vu il y a à peine une semaine. Donc une chute extrêmement importante et d'une magnitude beaucoup plus importante que on avait vu dans le passé. Si on regarde où est utilisé le pétrole aujourd'hui, le monde consomme à peu près 100 millions de barils par jour, avec le secteur qui utilise le plus le pétrole, qui est le secteur de transport routier, 44%, suivi d'un autre secteur du transport, qui est l'aviation et le transport maritime, à 12%. Après, il y a la pétrochimie, à peu près 20%, et le reste est entre les utilisations pour le chauffage domestique et autres utilisations. Donc, aujourd'hui, au niveau du transport, on a entre 55 et 60% du pétrole qui est utilisé pour le secteur du transport. Au niveau des régions du monde où ces 100 millions de barils sont consommés, la première région du monde qui consomme, point de vue consommation de pétrole, est la région Asie-Pacifique, incluant la Chine, à peu près 33%, l'Amérique du Nord, 23%, et l'Europe, 14%. Donc, entre ces trois régions, on a à peu près 70% de la consommation mondiale. Ce qu'on a vu, c'est une chute énorme du trafic dans les principales villes du monde à cause des mesures de confinement. Et donc, on utilise des données, en fait, prises pratiquement en temps réel sur l'état du trafic et des organisations de GPS comme TomTom, etc. Et donc, qui montrent, en fait, la magnitude de la chute de la circulation et qui va depuis 30% jusqu'à, dans certains pays, jusqu'à 70 à 75% de baisse de circulation. Le transport aérien a connu une chute encore plus importante, puisque on s'attendait à avoir à peu près un mouvement quotidien de 100 000 vols par jour, et aujourd'hui on est descendu à pratiquement à moins de 45 000 vols par jour. Donc si vous regardez les cartes en temps réel de mouvement d'avions, et à part pratiquement les États-Unis et un peu la Chine, ce n'est absolument pas comparable à ce que vous devriez attendre pour cette période de l'année.
Donc une chute énorme au point de vue du trafic aérien. Au niveau de l'impact sur la consommation de pétrole, au début, les analystes pensaient que ce serait 10 millions de barils par jour de chute à partir des 100 millions de la normale. Mais en fait, pratiquement chaque semaine, ces chiffres sont revus à la hausse. Et donc, maintenant, on s'attend à une chute entre 20 et 25 millions de barils par jour. Donc, pratiquement la chute la plus élevée en pourcentage et en valeur absolue depuis pratiquement un siècle. Donc, et ce qu'on voit, c'est que cette chute qui avait commencé en Chine au mois de février, aujourd'hui est principalement affecte l'Amérique du Nord et l'Europe, et va continuer jusqu'au mois de mai et le mois de juin pour, disons, une petite reprise au mois de juillet-août selon les scénarios de sortie de crise. Donc, maintenant, ce qui se passe sur les marchés pétroliers, c'est qu'en plus de la crise de la demande, il y a eu la crise au niveau du groupe OPEC+, c'est-à-dire le groupe qui regroupait l'OPEP, plus la Russie, plus d'autres pays, qui s'étaient mis d'accord pour, disons, pour contrôler les fluctuations des prix du marché pétrolier, et donc en régulant l'offre. Et en fait, avant la réunion qu'il y a eu il y a à peu près 3 semaines, les Russes et les Saoudiens, qui sont 2 des 3 principaux producteurs de pétrole, sont arrivés avec des stratégies complètement différentes. La stratégie de la Russie, c'était d'arrêter l'érosion de ses parts de marché dans le pétrole. Et aussi, en fait, forcer les États-Unis à baisser leur production à partir des pétroles de schiste. La question des prix était moins primordiale pour eux que la part de marché. La stratégie de l'Arabie Saoudite est différente. En fait, ils voulaient éviter l'érosion des prix et ils voulaient en fait diminuer la production de 2 millions de barils. Et 2 millions de barils, c'est infinitésimal comparé aux 20 millions que on a vu en fait, dont on a vu la baisse. Donc c'est seulement 10% de la baisse. Les Saoudiens disaient bon, on accepte, quitte à perdre un peu de part de marché, mais à condition de garder des prix convenables. Et donc il y a eu un clash entre ces 2 positions. Les Russes n'ont pas voulu accepter de diminuer leur production, et donc les Saoudiens ont dit bon, puisque c'est comme ça, nous on va ouvrir les vannes en grand. Donc, et l'Arabie Saoudite donc avait la possibilité d'augmenter sa production de 2 à 3 millions de barils par jour entre le mois de mars et le mois de mai. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Plus ils ont utilisé les stocks de pétrole brut qu'ils avaient pour pratiquement inonder le marché. Maintenant, on a en fait un scénario avec 3 intervenants, les Américains qui sont aussi impactés, les Saoudiens et les autres pays de l'OPEC et la Russie. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les Américains ne sont absolument pas contents de ce niveau de prix, puisque en fait pour eux, pour produire leur pétrole de schiste, il leur faut un prix aux environs de $45. Et je vous rappelle aujourd'hui qu'il est à peine aux environs de $32. Donc il manque pratiquement entre 13 et 15 dollars pour pouvoir exploiter les pétroles non conventionnels des États-Unis. Bon, ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est que à chaque fois qu'il y avait eu une augmentation des prix du pétrole, pratiquement les États-Unis étaient les grands gagnants
En fait, ils arrivaient à pratiquement absorber la hausse de demande mondiale avec la production additionnelle qu'ils faisaient à partir des pétroles non conventionnels. Donc les Saoudiens et les Russes ont dit basta, et il faut que maintenant on ait plus de discipline et que les Américains soient dedans. Donc, si on regarde aujourd'hui au niveau des pays de l'OPEP, ce qui est dramatique pour eux, c'est que le niveau de prix actuel à 32 $, même s'il est supérieur au prix, à leur prix de production, est en fait n'arrive pas à satisfaire leurs besoins budgétaires. La Russie a besoin d'à peu près une quarantaine de dollars. Le Koweït a besoin de 50 $, de même que l'Angola aux environs de 55 $. Les Émirats arabes unis besoin de 60 à 65 $, et l'Arabie saoudite a besoin d'un minimum de 75 $ pour satisfaire son budget. Et des pays comme le pays frère de l'Algérie et la Libye ont besoin de 100 à 110 $ pour leurs besoins budgétaires. Donc tous ces pays-là vont souffrir. Et je vais donner un exemple. L'Arabie saoudite aujourd'hui, malgré leur hausse de production, est en train de saigner d'à peu près 9 milliards de dollars par mois. Donc sur une année, pratiquement 100 milliards de dollars de pertes. La Russie perd presque 12 milliards de dollars, et d'autres pays comme l'Irak perdent pratiquement 5 milliards de barils par mois. Et donc, en regardant maintenant des pays voisins comme l'Algérie, en 2019, leur revenu pétrolier net était de 30 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça va chuter à pratiquement 12 milliards. Des pays comme le Nigeria va voir fondre sa manne de 42 milliards, pratiquement 12 milliards, et l'Irak, qui a vraiment besoin aussi de ces dollars pour refaire démarrer un système qui a été durement éprouvé par la guerre, passe de 95 milliards à pratiquement 30 milliards, donc une division par 3. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que on a dit que on a une surcapacité de production qui est de l'ordre de 20 millions de barils par jour. C'est-à-dire que ces 20 millions de barils, personne ne peut les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les stocker. Mais il y a une capacité physique de stockage. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peine 1 milliard de barils de stockage qui est disponible, 1 milliard, et au point de vue pétrole brut, et aussi à peine 1 milliard en produits raffinés. Donc aujourd'hui, si on surproduit 20 millions de pétrole brut par jour, c'est-à-dire que en un mois, on a 600 millions de barils de stockage qui sont remplis. Donc d'ici 2 mois, il n'y aura plus aucune capacité de stockage dans le monde. Et donc qu'est-ce qu'on fait du pétrole qu'on produit? Bien sûr, on ne va pas le jeter. Et donc aujourd'hui, on considère très réaliste le scénario où les prix du baril vont devenir négatifs, c'est-à-dire que les producteurs vont payer les gens, les compagnies, pour qu'ils prennent leur pétrole brut sur lequel ils ont mis beaucoup d'investissements pour le produire. Donc, d'ici la fin du mois de mai, on n'a plus de stockage. Et donc, c'est pour ça que la réunion de l'OPEC qui va avoir lieu demain va être extrêmement importante pour arriver à un accord. Et il y a plusieurs scénarios possibles de sortie de crise qui sont considérés, soit une chute importante au début et plus modérée après, ou une chute moyenne. Donc tous les scénarios sont possibles, mais encore une fois, 2 millions de barils par jour, c'est juste une goutte dans le problème qu'on a. La chute des prix du pétrole qu'on a vu
par rapport au cycle précédent est beaucoup plus brutale. On a vu des cycles baissiers en 2014, en 97 et en 85. Aujourd'hui, on a baissé plus en 2 semaines que dans les cycles précédents en 4 mois. Donc, un impact extrêmement fort. Et si on regarde dans l'histoire, est-ce qu'on a vu une baisse de demande de cette magnitude au niveau d'une année? Dans l'histoire, la baisse la plus importante qu'il y a eu, c'était à la fin des années 70, quand il y a eu le deuxième choc pétrolier, et où la différence de demande avait juste été de 3 millions de barils par jour. Donc beaucoup plus faible que ce qu'on a aujourd'hui. Au point de vue production, la seule fois où on a vu une chute à peu près de 4 millions de barils, et à part l'année de l'embargo en 73, ça a été au début des années 80 et ça a été pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et là, en fait, du fait de la guerre, la production de ces pays pratiquement a chuté à zéro. Donc maintenant, quels sont les scénarios de reprise? Les scénarios, c'est d'abord que on ait une sorte de calumet de paix ou d'entente qui implique tout d'abord l'Arabie Saoudite et la Russie, et à un degré moindre les producteurs américains eux ne peuvent pas faire partie de cette entente à cause des lois antitrust aux États-Unis, mais disons qu'ils peuvent, et on verra ça dans 2 minutes, peuvent trouver des manières, disons, de réduire leur production. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est qu'on continue avec le trend actuel, avec les conséquences qu'on a vues et des prix négatifs. Et le troisième, c'est que on est en fait un accord beaucoup plus rapide et donc que les prix se stabilisent vers la hausse plus rapidement. Ce qu'on voit arriver aux États-Unis, on l'a pas vu depuis 50 ans, c'est que les producteurs aux États-Unis qui ont emprunté de l'argent pour développer leurs champs sont pris à la gorge et doivent rembourser leurs dettes. Au début de cette année, ce que les producteurs américains font, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du hedging, c'est-à-dire qu'ils vendent leur production à l'avance sur le marché. Ils l'ont vendu aux environs de $55. Maintenant, en fait, ils trouvent plus personne pour le faire, et des compagnies comme Texland Petroleum parlent de fermer 1200 puits de pétrole. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Latigo Petroleum qui estime que d'ici un mois, il n'y a plus aucune raffinerie qui prendra la production de pétrole. Donc, dans ce contexte, nous attendons en fait ce qui va se passer demain à la réunion de l'OPEC, avec des signes positifs, c'est que finalement, la situation de stockage va forcer les intervenants à trouver un terrain d'entente. Malheureusement, en Tunisie, nous n'avons pas de capacité de stockage, et ce qui aurait été extrêmement utile dans cette période. Et notre raffinerie de Bizerte est encore à l'arrêt jusqu'à encore peut-être 2 ans. Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, je souligne l'importance du fait de rester confiné et de veiller sur votre santé et sur la santé de ceux ou celles qui vous sont chers. Merci beaucoup et bon courage.